Et je crois que j'ai en ligne, du coup, François Lachoux, qui vient nous parler de Jean Raspail. François Lachoux, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis ravi d'être à vos côtés, du moins par téléphone. Je vous remercie de la rapidité de votre réaction. Vous nous avez, pour Mondévy, pour le dernier numéro de Mondévy, vous nous avez écrit un magnifique article sur Jean Raspail. Adios, monsieur le consul général. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Jean Raspail et qui ne connaîtraient pas les Patagons, peut-on parler d'abord de ce titre de consul général, puisqu'il était seul à porter, consul général de Patagonie? Qu'est-ce que ça signifie? On pourrait parler d'une certaine manière de régence s'il s'agissait d'un État en bonne et due forme. Là, c'est le constitutionnaliste qui parle. La Patagonie est une sorte d'objet politique non identifié parce que c'est d'abord un objet du rêve. Il s'agit, je crois, du songe d'un Alors écrivain. attendez, parce que d'abord c'est quand même un espace géographique existant. Voilà, bien sûr. Et en fait, c'est un songe, c'est une projection de l'écrivain français de la fin du XXe siècle sur une réalité géographique lointaine qui est en fait vraiment le cône sud le plus méridional de l'Amérique du Sud. Donc ce sont de vastes espaces qui sont d'ailleurs communs à l'Argentine et au Chili, des espaces qui sont hostiles, dans lesquels ont longtemps vécu des populations assez farouches, jalouses de leur identité. Alors au nord, nous avons l'Araucanie peuplée des fameux Mapuches, qui ont d'ailleurs résisté à la fois à la domination incaïque et à la domination espagnole. Le conquistador Pedro de Valdivia l'a su à ses dépens, puisqu'il a été accroché à un poteau écorché vif et recouvert de miel. Et puis, vraiment tout au sud, nous avons les derniers peuples de l'Amérique, derniers au sens géographique, qui eux sont beaucoup moins hostiles et qui ont disparu. Ce sont les Alakaloufs. Alors les Alakaloufs constituaient un mythe pour Jean Raspail, parce que c'est peut-être le moment de le dire. Jean Raspail est avant tout et premièrement un explorateur. Voilà, exactement. C'est un explorateur. C'est à travers le voyage qu'il a touché du doigt cette réalité historique que fut la Patagonie. On reparlera peut-être d'Antoine de Tounens dans quelques instants. Et c'est à partir de là qu'il a, d'une certaine manière, projeté sur cette Patagonie, sur ce lointain, une part d'intime, une part de rêve, une forme de refuge spirituel. Mais c'est d'abord effectivement un lieu lointain dans lequel il faut se rendre. Jean Raspail est un explorateur, c'est d'ailleurs inscrit sur sa pierre tombale. Donc il a été enterré hier dans le cimetière du Montparnasse, non loin de la station Raspail d'ailleurs. Et c'était sa famille, je crois. Oui, c'est un aïeul. Alors je ne me souviens plus à quel degré, mais c'est un aïeul et c'est l'époque où cette famille-là était républicaine bon teint. Et alors c'est amusant parce que oui, donc le Raspail en question, le Raspail qui donne son nom au boulevard, est un républicain farouche. Oui. Et lui, Jean Raspail, est peut-être le dernier grand royaliste. Ah, tout à fait. Il y a vraiment une dichotomie entre les deux, entre celui qui a donné son nom au boulevard, à la station de métro, enfin tous les Parisiens, tous ceux qui empruntent la ligne 6 connaissent bien. Et parmi les Patagons, il est vrai que c'est toujours amusant de voir cette station parce qu'on pense forcément au consul général, alors que la référence n'est qu'indirecte. Et pour revenir à ce consulat général, eh bien, la Patagonie, ça a également été le rêve d'Antoine de Tounens, cet avoué de Tourtoirac, près de Périgueux, un homme de l'époque de Napoléon III, qui avait rêvé d'être roi dans un Éden perdu et qui avait prétexté de la conquête des terres des Mapuches par les jeunes républiques argentines et chiliennes pour voler à leur secours et y créer
un nouvel État qu'il avait d'ailleurs également nommé la Nouvelle-France. Oui, c'est assez curieux ce personnage, parce qu'il se faisait reconnaître comme roi avant d'avoir mis les pieds dans son royaume, je crois. Absolument. Il a tout créé avant. Il a créé le drapeau, le fameux drapeau bleu-blanc-vert que l'on retrouve aujourd'hui sur les vice-consulats. Il est en berne, du reste, ces jours-ci. C'est le drapeau de Patagonie, oui, qui sont en deuil du consul général. Absolument. Il flotte sur beaucoup de vice-consulats, c'est-à-dire des représentations diplomatiques fictives en France ou à l'étranger. À l'étranger, par exemple, en Irlande, lorsqu'il était encore vivant, Michel Déon était vice-consul. On pourra reparler ensuite des amitiés de Jean Raspail. Et ce drapeau bleu-blanc-vert qu'aujourd'hui on associe à Jean Raspail, il a été créé par Antoine de Tounens avant de traverser l'Atlantique et d'arriver en Argentine. Donc Jean Raspail n'a pas créé la Patagonie spirituelle en quelque sorte, et c'est Antoine de Tounens qui l'a créé, mais qui a créé une Patagonie spirituelle pour laquelle il est allé se battre en Amérique du Sud. D'une certaine manière. En tout cas, celui qui a peut-être je ne sais pas si l'expression est bonne, mais celui qui a spiritualisé cette aventure, c'est Jean Raspail. Il s'en est vraiment, il en a fait quelque chose sans doute de plus grand. Déjà, il a sorti de l'oubli cette aventure qui en fait est un piteux échec, parce que Aurélie Antoine de Tounens n'a pas forcément concrètement régné, évidemment. Mais il y a toujours le rêve de l'aventure. Et si Aurélie Antoine de Tounens continue de régner... Excusez-moi de vous couper, François Lachoux. Je sais que les auditeurs n'aiment pas ça, mais je le fais quand même. Je croyais que Antoine de Tounens avait quand même régné matériellement 1 ou 2 ans sur la Patagonie. Oui, mais très peu. Et en réalité, il s'agit d'une souveraineté assez souple dans la mesure où il règne sur des tribus, sur des clans dirigés par des caciques. Auquel il était allé parler de mon cousin Napoléon III, je crois. Oui, mais parlait-il le même langage? Mais parlait-il le même langage les uns et les autres entre la volonté finalement politique d'Antoine de Tounens et la réalité du terrain, et notamment l'avancée mortifère du progrès, ces Indiens que l'on saoule avec du mauvais alcool, et bien finalement hélas, l'aventure d'Antoine de Tounens, faute d'ailleurs de soutien en France, a été vouée à l'échec. Mais celui qui a vraiment fait vivre autrement cette épopée, c'est Jean Raspail, puisque à la fin de son roman Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, paru en 1981, il explique que Aurélie Antoine de Tounens règne pour l'éternité, et que lui, Jean Raspail, se propose d'être consul général, et beaucoup de lecteurs l'ont pris au mot, et en cette année d'élection de Mitterrand, Jean Raspail a reçu un grand nombre de lettres lui demandant d'acquérir cette nationalité de rechange qu'est la Patagonie, qui est une forme d'exil intérieur, mais qui n'empêche pas d'ailleurs les Patagons d'agir dans la société. Il y a un grand nombre d'officiers, par exemple, ou d'hommes politiques qui sont Patagons. Oui, c'est ainsi que la Patagonie raspailienne finalement est née. Et alors, elle existe, cette Patagonie, de façon bien réelle aujourd'hui, sous la direction de François Thuilly, je crois. Alors, François Thuilly est effectivement le chancelier du royaume. Alors, expliquez-nous, parce que le consul général a toujours été Jean Raspail. Oui, toujours. Et il le sera toujours. Il aura un successeur? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas trahir l'esprit patagon en disant, d'ailleurs c'était l'un des messages du chancelier, c'est que pour l'éternité, de la même manière que pour l'éternité, la Patagonie, notre Patagonie finalement, sur cette Patagonie règne Aurélie Antoine de Tounens, qui pourtant est mort depuis bien longtemps. De la même manière, le consul général demeurera pour toujours Jean Raspail. Quant à la chancellerie, il s'agit en réalité finalement de l'organe non pas exécutif,
mais donc de fonctionnement, si j'ose dire, de la Patagonie, c'est-à-dire que notre chancelier fait le lien entre les Patagons. C'est lui qui fait éditer le bulletin de liaison des amitiés patagones, le BLAP, qui est notre annuaire et notre magazine annuel. C'est lui qui finalement coordonne un petit peu l'ensemble en laissant à chacun la liberté, car je crois que le maître mot de cette confrérie d'un autre temps, c'est la liberté. Il n'y a pas de cotisation patagone, on n'a pas besoin de prendre sa carte, il n'y a pas d'organe voué à la censure qui va vous refuser d'être patagon. Voilà, tout cela est libre, tout cela est un jeu, et c'est ce que Raspail appelait le jeu du roi. Et ce jeu du roi... Mais on peut se faire exclure de la Patagonie ou... Je ne crois pas à ma connaissance. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un club... C'est important, c'est pas un club marqué politiquement ou... Non, c'est... D'ailleurs, on peut être, d'une certaine manière, on peut être patagon. Ce qui compte, c'est l'esprit. C'est pas tant le formalisme. Alors, on envoie sa lettre, on recevait du moins une réponse charmante et à chaque fois originale de Jean Raspail, mais on peut tout à fait être patagon par le cœur, par l'esprit. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel, c'est-à-dire d'aimer l'esprit d'aventure des grands aventuriers français, aimer la liberté, aimer l'enracinement des très vieux peuples. Et d'ailleurs, Sylvain Tesson, qui est sans doute l'un des héritiers vraiment de cette aventure raspalienne, il est lui-même patagon de cœur. Il expliquait dans une vidéo d'un grand journal de centre droit du matin que finalement c'est un jeu, et que lui-même, Tesson, pour aller au bout du jeu du roi, il n'avait même pas sollicité sa nationalité. C'est une manière de voir les choses. C'est Sylvain Tesson. Il est patagon de cœur. Mais finalement, voilà, tout le monde est patagon de cœur. Si la Patagonie a un sens, c'est d'être une Patagonie intérieure, oui, la patrie de tous les hommes libres, finalement. Mais je crois que vous touchez là du doigt une définition qui est tout à fait juste, parce que il n'y a pas de véritable formalisme, ça n'est pas non plus un cercle des poètes disparus, c'est un état d'esprit, c'est l'éternelle jeunesse de Jean Raspail qui jusqu'au bout a gardé un œil pétillant, une forme d'éternelle jeunesse. Alors ça, c'est très important ce que vous dites. On a eu l'occasion d'aller le voir ensemble, absolument, vous et moi, avec Olivier Figueras, donc il nous a reçus chez lui. Et oui, j'ai senti, moi je connais mal l'œuvre de Jean Raspail, je peux pas dire que j'ai lu tout Jean Raspail comme vous avez pu le faire, et on va venir à l'œuvre dans un instant d'ailleurs, oui, mais restons-en à l'homme, restons-en à l'auteur. Il était infiniment respectueux au fond de l'enfant qu'il avait été. Absolument. Je crois que c'est une formule de Bernanos, hein, les vrais grands sont grands parce qu'ils respectent l'enfant qu'ils ont été en eux. Oui. Et Jean Raspail était de cela, je pense. Oui, absolument. On aurait pu l'imaginer chef scout buvant du Jameson et soulignant que ce monsieur Jameson était vraiment quelqu'un de très bien. Oui. On voit très bien une maîtrise scout avec le même genre de langage. Complètement. D'ailleurs, lors de... Il a fait partie de cette maîtrise scout au départ. Oui, absolument. L'origine de sa vie, c'est cette grande exploration du nord au sud des États-Unis, de l'Amérique. Oui, absolument. Eh bien, je crois que finalement, si l'on devait résumer les principes, non pas les dogmes, mais les principes de l'homme, Raspail, qui forcément enfante l'œuvre, même s'il ne s'agit pas, attention, d'un romancier, d'un écrivain engagé à thèse, mais plutôt d'un romancier à thème, je crois que la promesse scout a été pour lui quelque chose de central. Il y est revenu à plusieurs reprises dans sa vie. D'ailleurs, lorsqu'il dédicaçait des ouvrages, il terminait sa signature avec l'encre de marine des écrivains de marine, et parfois il demandait à ses lecteurs s'ils avaient été scouts, et si oui, eh bien dans l'affirmative, Jean Raspail terminait la partie supérieure de l'encre de marine par une croix potencée, cette croix de Jérusalem qui est également la croix scout. Donc ça l'a habité, ça, vraiment jusqu'au bout.
D'ailleurs, Parce qu'en fait, il a commencé sa vie comme ça. Vous pourriez peut-être nous évoquer ça quelques minutes. Alors, je connais mal la biographie même de Jean Raspail, mais il a été scout. Ça a été rappelé par l'abbé Laurent à Saint-Roch hier lors de sa messe d'enterrement, dans le sermon. Apparemment, Jean Raspail, c'est ce que la famille racontait à l'abbé Laurent. Jean Raspail, en 40, quand Paris a été bombardé, Jean Raspail s'était porté volontaire vraiment dans l'esprit scout avec d'autres scouts pour porter des brancards, pour secourir, pour aider concrètement les autres. C'est-à-dire obéir à la loi scout, aimer et aider son prochain comme soi-même. Et ensuite, il a voyagé avec cet esprit scout, puisque vous en parliez à l'instant. Je crois que c'est vraiment fondateur également, parce qu'il y a la promesse scout, et il y a ce qu'elle engage, et ensuite il y a eu le voyage avec d'autres routiers scouts en Amérique du Nord, et donc c'est ce fameux voyage, je crois que c'est en 49, cette expédition en canot, c'est-à-dire en canoë, mais les Canadiens disent canot ou canotte, entre Trois-Rivières au Québec et la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est un voyage. Il y a eu ce premier voyage en Amérique fascinant. Du Nord et un deuxième voyage, je crois, en 2 chevaux ou en. Oui. Non, dans une voiture. Je ne me souviens plus bien du modèle. Je me souviens plus. Mais du nord au sud des Amériques. C'est ça. D'autres auditeurs qui l'auront lu de plus près sur ce point-là pourront peut-être nous redire quel était le véhicule, mais c'est une traversée automobile mécanique et c'est un petit peu la cavalcade de l'époque. Alaska Terre de Feu. Donc là, c'est vraiment du nord au sud. Il y a d'ailleurs un tropisme américain très fort chez Jean Raspail, non pas au sens des seuls États-Unis, mais un amour de l'aventure et de cette Amérique qui finalement est longtemps restée la terra incognita par excellence des Européens. Il l'a vraiment exploré, il est allé à la rencontre des indigènes, il a également décrit les populations qu'il rencontrait et il a vraiment eu à cœur de partir vraiment à la trace des premiers peuples, mais également sur les pas des premiers blancs, j'ose le terme puisqu'il est à la mode, qui ont défriché ces lieux, qui ont évangélisé ces populations. Et là, je ne peux qu'engager les auditeurs à lire En canot sur les chemins d'eau du roi, une aventure en Amérique, qui est donc le carnet de bord de Jean Raspail, enrichi de descriptions historiques sur cette épopée d'Amérique du Nord en canot, sur les traces du père Marquette, qui était un jésuite français, qui a d'ailleurs donné son nom à une université américaine, pas très loin de Chicago. Et alors, toute la première partie de son œuvre est tirée directement de ses explorations. Eh bien, oui, j'ai l'impression soit d'une manière en racontant ses explorations, soit en brodant sur l'histoire des pays qu'il traverse, et en particulier sur l'histoire de l'Amérique française, qui est très, très importante pour lui et trop oubliée. On a oublié que parmi les premiers explorateurs de l'Amérique étaient beaucoup de Français. Absolument. Et en France, on a toujours méprisé tout ce qui était lointain. On les quelques arpents de neige. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on appelait le Canada sous Louis XV, au moment où on a signé le traité de Paris, le honteux traité de Paris, remettant le Canada aux Anglais et les Indes, et faisant de la France une puissance coloniale pour le meilleur et surtout pour le pire, alors qu'elle est nativement une puissance maritime. Absolument, oui. Avec notre double façade maritime, on a aussi vocation à être une thalassocratie, mais infiniment plus respectueuse des peuples lointains que nous rencontrons. Ça, c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup chez Jean Raspail, parce que il faut le rappeler, c'est un amoureux de ces très vieux peuples dans le trop nouveau monde, pour reprendre l'expression de Sylvain Tesson. Et c'est un homme, Jean Raspail, qui est allé à la rencontre de ces peuples vraiment du nord au sud et de leurs derniers descendants. Et dans votre par conséquent, on ne peut pas le traiter de raciste comme le font ceux qui le réduisent finalement au camp des... c'est absurde.
Ça n'a aucun sens. Dans votre article de Mondévy, vous évoquez sa rencontre inopinée avec les derniers Alakalouf. Oui. C'est assez poignant. Il nous en avait parlé aussi lors de notre rencontre. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué toute sa vie. J'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Moi, je ne l'ai rencontré réellement, hein, hors les dédicaces, qu'en votre compagnie, donc il y a 1 an et demi. Mais c'est quelque chose qui ressort très souvent dans les entretiens qu'il a pu donner, et c'est quelque chose qui a également été évoqué dans le sermon de l'abbé Laurent hier à Saint-Roch. C'est vraiment cette rencontre avec plusieurs millénaires de distance finalement entre lui, Jean Raspail, achevant son périple d'Alaska en terre de feu, et là nous sommes au mois de février 1951, il est à bord d'un navire chilien, et le long de la côte de la terre de feu, donc on est vraiment au bout du Chili, il tombe nez à nez avec un canot où je crois il doit y avoir 6 Indiens, des Alakalouf, des gens qui avaient l'habitude de vivre nus dans ces confins extrêmement rigoureux, vêtus recouverts de graisse de phoque, et ils tombent nez à nez avec ces autochtones vraiment d'un autre monde, et qui gardaient précieusement dans leur canot un brasier, qui est la condition de la vie. Ce pourquoi d'ailleurs on parle de terre de feu, parce qu'autrefois les navigateurs européens ne voyaient de ce littoral dantesque que des petits points de feu au loin, c'est-à-dire sur le rivage, les canaux des Alakalouf entretenant ce feu. Et ça a été, je crois, une révélation. Il en parle, hein, Jean Raspail, cette rencontre avec ce canot. Et ça a sans doute enfanté bien des choses. Je crois que c'est une des choses qui l'ont le plus marqué. Moi, je me souviens je sais pas, j'ai fait 2 entretiens avec lui. Je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le second où nous étions ensemble. Oui. Mais il parlait de ces Alakalouf et de ce canot avec une émotion dans la voix, une émotion rétrospective, mais toujours présente. Et un émerveillement. Je crois que l'émerveillement est une attitude, pour reprendre un mot qui est très raspalien, une attitude, un maintien très raspalien finalement. C'est sa manière d'être, c'est l'émerveillement, parce que trop souvent on dit de lui que c'est un pessimiste ou un amateur des causes perdues, mais en réalité il s'agit d'un grand enfant, mais avec cette gravité qu'ont les enfants devant les choses d'importance et devant les symboles purs. Et c'est quelqu'un qui était émerveillé, et cet émerveillement ne l'a pas quitté depuis cette rencontre avec le canot. Il avait à l'époque, je crois, 26 ans, même pas, même pas, moins. Il était né en 1925, et il rencontre ce canot, et à la fin de sa vie, à 93 ou 94 ans, il en parle encore avec des yeux bleus grands ouverts. Je crois que l'émerveillement est quelque chose que nous devons garder de Jean Raspail. C'est ce qui fait que Jean Raspail est un grand écrivain. Et alors l'émerveillement pour les populations originaires, non seulement les Indiens, mais aussi les Caraïbes, ces peuples qui étaient présents avant que les Noirs esclaves ne soient déportés par les Européens, n'aient été déportés par les Européens et installés là. Et les Caraïbes, il en reste très peu aussi, mais il a consacré un livre aux Caraïbes. Oui. Et il a beaucoup aimé voyager là-bas, je crois. Il consacre plusieurs passages aux Caraïbes, à la fois le lieu et les Caraïbes, les Indiens Caraïbes. Il en parle dans Pêcheurs de lune. Il en parle également dans des ouvrages spécifiquement antillais comme Secouons le cocotier ou Bleu Caraïbe et Citron vert. Et voilà, puis, Bleu Caraïbe et Citron vert, je crois que c'est là que j'ai... Qui est tout un cocktail. Hein. D'ailleurs, il parle beaucoup du rhum, de la boisson dans ses ouvrages, donc on voyage beaucoup. Mais il y a également un autre univers, loin des Amériques, quoique pas si loin en réalité, dont il a parlé, et nous, généralement, on fait un petit peu impasse là-dessus. Ce sont les Ainus. Alors ça, là, vous m'apprenez même le nom que vous utilisez. On passe souvent à côté. C'est une population japonaise
que ce sont des autochtones dans les îles les plus au nord du Japon, et c'est une peuplade ancestrale qui aujourd'hui est partagée entre la juridiction japonaise au sud et russe au nord. Il a fait également, Jean Raspail, un voyage après-guerre au Japon, au nord du Japon, au nord de l'île d'Hokkaido. Il a rencontré ces populations et il en a gardé également, je crois, un émerveillement. À ce titre, je crois qu'il faisait partie avec fierté d'une compagnie des explorateurs français dont a fait partie Paul-Émile Victor et d'autres. Oui. Et Paul-Émile Victor avait été vice-consul de Patagonie, je ne sais plus où d'ailleurs. Ah, ça vous me l'apprenez. Ouais, et quand on tire le fil, on retrouve beaucoup de personnages qui aujourd'hui vraiment appartiennent à un autre siècle et qui eux aussi ont été touchés, alors pour cela à la fin de leur vie, par ce grand mythe vivant de la Patagonie. Ouais, c'est très beau. Et puis il était écrivain de marine également, Jean Raspail. Donc c'est dans cet uniforme-là qu'il a été placé dans son cercueil. Alors, tant qu'on en est à son œuvre, est-ce qu'on peut aborder d'autres volets de cette œuvre? Je crois qu'on est là dans l'origine de l'œuvre. Hein. Il y a toujours une nécessité à écrire. Il faut une nécessité pour écrire. Et c'est pas seulement la nécessité de croûter tous les jours, mais c'est une nécessité spirituelle. Et je pense que l'explorateur Jean Raspail représente cette nécessité inaugurale de ces romans. Maintenant, il a inventé des univers. Oui. Alors, si vous aviez à conseiller à des auditeurs quel livre les introduirait le mieux à l'univers de Raspail? C'est difficile à dire parce que c'est un univers à multiples facettes, même s'il y a vraiment comme fil conducteur la fidélité, l'émerveillement et du coup l'inquiétude de la perte des vieux peuples et de la polyphonie du monde. Eh bien, je dirais, moi, je ferais commencer les auditeurs vraiment par En canot sur le chemin du roi, parce que dans tous les sens du terme, il s'agit d'une initiation. Maintenant, je crois que Via Romana a réédité cette partie de l'œuvre de Jean Raspail. Hein. Alors, je ne sais plus. Pour En canot sur les chemins d'eau du roi, moi, je l'ai en poche, moi. Mais Via Romana a fait un excellent travail de réédition, d'ailleurs. Ils ont réédité C'est Terre sainte et profane il y a quelques années, il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui est un récit de voyage en Palestine. Mais pour revenir au conseil, En canot sur les chemins d'eau du roi, parce que c'est tellement plaisant de lire l'épopée de cette Amérique française. Et ensuite, alors là, je me tourne vers ma bibliothèque, L'anneau du pêcheur, tout de même. Alors, L'anneau du pêcheur, c'est un livre qui a pour cadre la papauté, l'histoire de la papauté. Oui. Une histoire spirituelle de la papauté relue par Raspail. Oui. Comme si, au fond, les hommes d'église avaient leur propre Patagon, en quelque sorte. Oui, finalement, Benoît XIII, enfin... Les descendants de Benoît XIII, les descendants... eh bien, finalement, Benoît XIII, on pourrait dire que c'était un Patagon médiéval, d'une certaine manière. Ce Pedro de Luna, cet antipape avignonnais d'origine aragonaise, dont parle Raspail, dont Raspail imagine qu'il aurait suscité une lignée de descendants, les Benoît, qui seraient des antipapes clandestins, errants dans le midi de la France, dans les causses du Rouergue, etc. Et c'est un magnifique roman qui a un grand avantage à mon goût, que l'on retrouve très souvent chez Raspail. Ce sont les 2 niveaux de narration selon les chapitres, c'est-à-dire il y a à la fois un récit historique, et là c'est très prenant, c'est cette papauté d'Avignon, la seconde, hein, l'anti-papauté de Robert de Genève, puis de Pedro de Luna, Benoît XIII, qui est finalement assiégé, et donc c'est une papauté vraiment qui chute. Et l'autre niveau de narration, Pedro de Luna se considérait comme vraiment pape, hein? Oui.
Oui, parce que juridiquement, il était le seul pape élu sans contrainte. oui, oui, Son rival en papauté était lui élu sous la contrainte du peuple de Rome. oui, Euh, absolument. Et et donc le fait qu'il ait raison juridiquement donne comme une légitimité finalement à sa descendance. d'une certaine manière. Et d'ailleurs, à l'époque, Robert de Genève, puis Pedro de Luna, Pierre de la Lune, avaient été soutenus par la France. Ils ont ensuite été lâchés, et par tous les alliés de la France à l'époque, hein, comme la Castille ou encore l'Écosse. Et puis tout ça est tombé finalement en quenouille, et c'est là que commence le roman en réalité. On a souvent fait de Raspail l'écrivain des causes perdues. Il est vrai qu'il parle beaucoup de causes perdues. Ici, c'en est une. Mais il imagine toujours dans ses romans une étincelle de vérité ou une étincelle de beauté qui survit malgré tout. C'est-à-dire que quelque chose a survécu. Raspail, c'est pas un écrivain de la chute. C'est l'écrivain des choses qui restent, qui Ça, demeurent et c'est qui très demeurent important ce que comme un vous dites, signe. oui. Je crois que c'est On a ça. beaucoup à droite une espèce de fascination pour la décadence Oui, ou pour le suicide français. Allez, je provoque un petit peu en utilisant cette expression que beaucoup d'auditeurs vont identifier. Euh, et en réalité, cette fascination pour la décadence est mauvaise. oui, Elle engendre une sorte de plaisir mauvais. Euh, on peut dire que oui. c'est l'inverse chez Raspail. Il a C'est une l'inverse. fascination pour ce qui demeure. Alors il y a du tragique, ça c'est certain, mais il y a finalement l'antidote au pourrissement, et cet antidote, c'est la jeunesse, c'est l'éternelle jeunesse dont nous parlions tout à l'heure. Et d'ailleurs, chez lui, très souvent, les héros sont jeunes. Les héros sont jeunes, purs, alors ça peut nous donner l'impression Alors, parfois de romans un peu scouts, mais oui, néanmoins, voilà, ils ont c'est en signe eux de piste pour adultes, là. Oui, Cire, Sept cavaliers, oui, c'est un autre aspect de son œuvre, je dirais. oui, 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 tout à fait. Mais il y a toujours cette jeunesse ardente qui est prête à se sacrifier et qui néanmoins demeure. Il y a toujours une étincelle, finalement, il y a toujours une étoile chez Raspail. Et d'ailleurs, les Alakalouf ont disparu, et c'est bien triste, mais le dernier des Alakalouf n'est-il pas Jean Raspail, un Alakalouf de France et de Navarre, et partant, tous les Patagons de cœur ne sont-ils pas eux aussi d'une certaine manière des Alakalouf selon leur cœur? Donc il y a quelque chose survit encore et toujours finalement. Alors, c'est très beau. Il faut interroger un peu aussi les confins de son œuvre. Je pense à son dernier livre, qui est aussi son premier livre, La Miséricorde. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu pour le coup, La Miséricorde. Je ne l'ai pas encore lu Alors, et je vais profiter des prochaines c'est le semaines. dernier paru, et il vient de paraître chez un éditeur, et Oui, il est paru aux en éditions collection des bouquins. Équateurs. Oui, Il est paru en collection bouquins aussi, oui. pour, pour la première fois, et c'est Oui, le premier roman de Jean Raspail, oui, et qui est le dernier publié, le dernier cadeau à ses lecteurs, et qui raconte l'histoire du sinistre curé du Ruf. oui, Je me suis senti concerné, non pas par le fait qu'il soit sinistre, mais par le fait qu'il soit curé. Vous savez, le curé du Ruf, c'est un fait divers terrible. Euh, avait une maîtresse qui avait un enfant. Il avait tué la maîtresse, il l'avait éventré, il avait sorti l'enfant et l'avait baptisé. Donc c'est quelque chose d'assez monstrueux. Euh, Colosimo y voit le paroxysme du mal, mais lui, Jean Raspail, n'y voit pas le mal, il voit la miséricorde de Dieu, la miséricorde infinie de ce curé du Ruf qui va faire repentance dans un monastère après avoir purgé sa peine de prison et qui petit à petit deviendra un confesseur hors norme euh, parce qu'il a vu le mal en face en fait et qu'il est oui, capable de, de rassurer ceux qui ont commis de telles expériences sur la miséricorde de Dieu.
C'est un très beau livre que je conseille aux auditeurs, qui n'a malheureusement pas été souvent cité, mais qui me paraît aussi fort ou plus fort qu'un Bernanos, Journal d'un curé de campagne, L'imposture, la joie, etc. Ces romans de curé que Bernanos aimait à écrire. Eh bien, Raspail a fait aussi un roman de curé, bien que moi, il m'ait dit Bernanos m'emmerde. Oui, Ça, oui. je l'ai entendu de sa bouche. J'arrivais tout frais émoulu de cette lecture et désireux d'en savoir davantage. Je lui parle de Bernanos. Il me dit Bernanos m'emmerde. C'était aussi un caractère entier, Jean Raspail. Peut-être. C'était aussi un caractère entier avec son front granitique, son menton volontaire, sa moustache presque visigote. C'était pas un béni oui et néanmoins ce n'était pas un grincheux, c'était quelqu'un capable d'une grande générosité, mais voilà, il avait son avis sur les choses et c'est vrai, il a été très franc avec nous sur Bernanos. Je suis pas loin de partager le même avis que lui, donc moi je jubilais intérieurement. Les amateurs de Bernanos me pardonneront, mais oui, finalement ça me donnerait presque envie de redécouvrir le journal d'un curé de campagne finalement après avoir lu La Miséricorde de Raspail, non pas pour comparer parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais quand même pour voir un petit peu les sensibilités des uns et des autres face à ce que l'on peut imaginer, n'étant pas prêtre, je parle sous votre contrôle, monsieur l'abbé, de ce que l'on peut imaginer finalement de la vie sacerdotale et de ce à quoi l'on est confronté voilà, dans la vie des sacrements que l'on administre finalement. C'est un très beau roman en tout cas, et sur la puissance du mal, ce qui montre que Jean Raspail est le contraire d'un naïf ou d'un béni oui-oui, malgré le côté un peu scout de certains de ses romans. Oui, c'est pas uniquement un boy scout finalement, il prend toute la mesure de la promesse et donc de la lutte du bien et du mal. Voilà, il y a une profondeur et il y a un optimisme qui est trempé dans la puissance du mal justement, qui fait face, qui aide à faire face. Je pense que c'est le sens du succès de sa Patagonie spirituelle, enfin de cette aventure patagone qu'il a lancée et qu'il a voulu faire partager à un plus grand nombre possible de personnes. Oui, d'ailleurs, si on veut devenir patagon, on fait comment, monsieur le vice-consul ? Eh bien, il faut envoyer une lettre au chancelier du royaume de Patagonie, François Tully. Alors je n'ai plus exactement en tête, je vais retrouver sur nos blaps. Il faut envoyer donc c'est avenue de Lovendal. Je ne sais plus si c'est au 20 ou 21, mais on retrouve l'adresse en quelques clics sur Internet. Donc on adresse à François Tully, chancellerie de Patagonie, avenue de Lovendal dans le 15e arrondissement de Paris. Mais alors c'est comme un noviciat, il faut faire une demande, tout simplement une lettre. Une lettre de motivation. Alors l'exercice n'est ni convenu ni formel. Il s'agit d'envoyer, généralement c'est manuscrit bien sûr pour la beauté du geste, il s'agit de solliciter l'acquisition, alors non pas d'une citoyenneté mais bien d'une nationalité de rechange, en expliquant pourquoi. Alors certains écrivent des poèmes, d'autres l'agrémentent d'un dessin, il y a de multiples façons, ça fait partie du jeu du roi. La première règle c'est qu'il n'y en a pas. Et on adressait cela à Jean Raspail, qui d'ailleurs sur son lit d'hôpital a continué à signer des décrets de nationalité, de nationalisation, puisque en retour on recevait un décret, comme un diplôme avec le sceau, le très très beau sceau. Alors rassurez-moi, on peut toujours recevoir. La Patagonie survit à son consul général. Eh bien, la Patagonie survit, c'est certain, et il me semble que l'on pourra toujours continuer à être naturalisé patagon, mais là, je ne peux. Quant aux modalités, maintenant que le consul général a rejoint les voies sauvages, c'est le chancelier qui le remplace. Je pense qu'une continuité va être donnée. Je parle sous son contrôle et donc je ne veux pas dire de bêtises pour l'instant. Je ne sais pas si les contours sont encore publics. En tout cas, je ne les connais pas, mais je pense que l'aventure continue. En tout cas,
l'esprit patagon demeure. Et ce qui est certain, c'est que ce fameux annuaire, le bulletin de liaison des amitiés patagones, le BLAP, qui s'appelle également le Moniteur de Portunance, continue à être, il est sous presse en ce moment même, je crois. En tout cas, les Patagons ne vont pas tarder à le recevoir. François, je vous interromps, 2 mots sur le camp des Saints, parce qu'on va nous accuser de ne pas en avoir parlé, sinon. Oui, tandis que moi, j'accuse plutôt certains de ne parler que de lui. Le camp des Saints, déjà c'est un excellent roman. Moi, j'ai mis des années avant de le lire parce que je l'avais dans ma bibliothèque et je n'avais pas envie de lire dans un roman ce que je voyais tous les jours dans le RER. Cette submersion, mais c'est le premier roman publié de Jean Raspail, publié en 73, et donc c'est l'histoire bien connue, c'est ce conte noir finalement d'une submersion de l'Occident, de la France en particulier, par une vague migratoire unique, une flotte de ratios rouillés venant du Gange. Beaucoup font de Raspail un prophète. À partir de cette œuvre, mais Raspail refusait à chaque fois de manière tout à fait volontaire et véhémente d'être considéré comme un prophète. Il disait « Je ne suis pas prophète, je suis un romancier ». Un romancier. Voilà. Mais le roman dit parfois la vérité d'une manière plus forte, mais c'est ça, plus marquante. En fait. C'est-à-dire qu'on fait souvent de lui un visionnaire qui aurait décrit, qui aurait imaginé ce qui allait se passer. Je crois que ce n'est pas tant la fiction qui a annoncé la réalité, mais c'est plutôt la réalité qui rejoint d'une certaine manière la fiction qu'il a imaginée à une époque d'ailleurs où le problème migratoire ne se posait pas dans les mêmes, n'avait pas la même mesure qu'aujourd'hui. Mais il a imaginé. Et ce qu'on imagine, ce qu'on sent le mieux, je trouve, ce qui est le plus troublant dans cette œuvre, dans le camp des Saints, ce n'est pas tant la submersion elle-même, parce qu'elle est d'ailleurs assez différente. C'est une seule vague migratoire, alors que ce que l'on observe depuis 30 ans, c'est plusieurs vagues continues. Et puis là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des hindous. Mais c'est ce délitement intérieur de l'Occident qu'il décrit. Et là, on est en plein dedans. La trahison des clercs, le vivre ensemblisme, tout ça, quoi. On retrouve, et même, Jean Raspail est mort un jour où on déboulonnait des statues, où on chantait des slogans soi-disant antiracistes en France et aux États-Unis, alors qu'en réalité, mais vous en parlerez ensuite dans la suite de votre émission. Vous nous offrez une merveilleuse annonce de la suite. Voilà. Et bien, il y a un contraste. Je voulais juste, avant de vous laisser, François Lachoux, vous lire ce qu'une auditrice nous dit. Oui. Merci d'être là dans ce désert de liberté. Voilà. Elle vous remercie de cette liberté dont vous faites preuve dans vos paroles, de cet amour de la liberté, encore plus que de liberté peut-être. C'est à Jean Raspail, je remercie cette auditrice, mais c'est à Jean Raspail, je crois, qu'il faut dire cela, et à ceux qui continuent à maintenir l'esprit patagon. Merci François Lachoux. On peut retrouver donc votre article dans le dernier numéro de Mondévie. Adios, monsieur le consul général. Oui. Adios, c'est un mot qu'aimait beaucoup Raspail, hein. Oui, Adios Tierra del Fuego, qui est Adieu à la Terre de Feu, qui est l'un de ses derniers écrits de voyage et qui raconte finalement son retour en Terre de Feu plusieurs décennies après avoir découvert cette terre. Et donc là, on voit encore plus, pour le coup, le sens du déclin, parce que la terre a changé, les peuples ont été remplacés. Et néanmoins, il y a toujours cet émerveillement, sa rencontre avec le propriétaire d'une hacienda qui a quelque chose de très chevaleresque. Et là aussi, c'est un délice parce qu'on retrouve à la fois le Raspail anthropologue, le Raspail explorateur et l'écrivain méditatif finalement. Et donc j'ai emprunté à Raspail cette formule adios. D'autant plus que moi, c'est l'œuvre par laquelle je suis arrivé dans Raspail et qui m'a fait rêver bien plus tard des Pickendorf, mais les Pickendorf qui vous a fait Patagon pour les siècles des siècles. Voilà, c'est ça. Merci François Lachoux.
On vous écouterait des heures, mais le temps est court et je sais que vous devez en plus, vous ne pouvez pas vous soustraire à vos obligations familiales. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop radoté. Et